Bonsoir, chers étudiants, bonsoir, chers professionnels, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc, on est dans la continuité du module intitulé Transports internationaux. C'est la quatrième partie aujourd'hui. Donc, pour la première partie, on avait fait une présentation générale du module. On a parlé un peu de transport dans sa généralité. On a parlé de l'économie des transports, du rôle joué par les transports dans la formation du PIB. Ensuite, pour la deuxième partie, on avait parlé des concurrences entre les modes de transport, concurrence rail-route, concurrence maritime aérien, mais aussi concurrence rail et voies navigables naturelles. D'accord. Pour la troisième partie, on avait parlé un peu, on avait parlé pour la troisième partie, oui, on avait parlé des nouvelles technologies terrestres, en l'occurrence les technologies routières, les technologies ferroviaires, les technologies fluviales, mais aussi les technologies lacustres. Alors, pour ce soir, nous allons parler des nouvelles technologies maritimes. Alors, pour le transport maritime, vous savez tous que le transport maritime, c'est l'instrument de la mondialisation. Le transport maritime a rendu possible l'internationalisation des échanges. Le transport maritime a rendu possible la transnationalisation des échanges. Le transport maritime a rendu possible la mondialisation, mais aussi la globalisation. Pourquoi? Parce que le navire, quand même, a permis de transporter des marchandises en masse dans toutes les zones du globe. D'accord? C'est pourquoi même on parle de la maritimisation du commerce international. Et vous savez qu'à partir du 26 avril 1956, quand le conteneur est arrivé, le transport maritime a hissé le commerce international dans une autre dimension. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le transport maritime est de loin, de très loin même, le mode de transport le plus utilisé pour les marchandises. Le transport maritime, c'est en moyenne 10 milliards de tonnes de marchandises transportées par an en volume. Le transport maritime aussi, c'est 89 464 navires de commerce. Le transport maritime aussi, entre autres statistiques, c'est près de 1600 milliards d'euros en valeur et occupe 90% du commerce international. Alors, ce mode, quand même, a des avantages fondamentaux. L'avantage principal du transport maritime, c'est son tonnage important, sa capacité de charge, la capacité de charge du navire. Vous savez que le navire, quand même, c'est un engin de transport capable de surmonter les périls et dangers à haute mer, mais aussi qui respecte le contrat de transport maritime. Les bateaux, les barges et les péniches, comme on l'a vu la fois passée, sont des bâtiments de fleuves, de rivières et bien de lacs aussi. D'accord. Alors, pour la réglementation concernant le transport maritime, vous savez que pour ce qui concerne le transport de marchandises, nous avons plusieurs conventions, entre autres la convention de Bruxelles de 1924. Ensuite, nous avons aussi la convention de Hambourg du 31 mars 1978 que le Sénégal a signé et ratifié. Et enfin, nous avons Rotterdam Rules, les règles de Rotterdam, qui ont été signées le 23 septembre 2009, mais qui ne sont pas entrées en vigueur. D'accord. L'objectif des règles de Rotterdam, c'est d'unifier les règles du droit maritime international. Il y a aussi les autres conventions. Les autres conventions, exemple, il y a une convention sur le droit international public qui s'intéresse aux espaces maritimes, à la compartimentation des espaces maritimes. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a été signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Entre autres aussi, il y a la Convention SOLAS, International Convention for the Safety of Sea, for the Safety of Life at Sea, Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. On n'oublie pas aussi le code ISPS, etc. etc. Alors, nous allons maintenant voir quel impact le Covid ou la Covid, voilà, certains nous ont dit que le mot est féminin, quel impact la Covid-19 a eu sur le transport maritime. Alors, le transport maritime est un vecteur
indispensable de la mondialisation, comme on l'a dit tout à l'heure. 80, voire même 90% du transport, du commerce international passe par la mer. D'accord? Alors, le transport maritime, comme tous les autres modes de transport, comme tous les secteurs de l'économie aussi, a été beaucoup impacté par la pandémie. Ralentissement de l'économie, mesures de confinement décidées par plusieurs pays, fermeture des ports, diminution des trafics portuaires et aussi diminution des activités des armateurs. Comme vous pouvez le voir, début mars, la situation était critique. 50% des rotations des navires étaient annulées. D'accord? Le taux de remplissage des navires variait de 10 à 30%. Si on sait qu'aujourd'hui, on a des navires de 24 000 EVP, on va en parler après. On va en parler après. D'accord? Et on ne parle pas aussi de l'approvisionnement en carburant, parce que les navires utilisent du mazout. Le mazout est obtenu à partir du pétrole brut. Maintenant, s'il n'y a plus de transport de matières premières, le pétrole, pour produire en masse le carburant du navire, donc ça pose problème. Sans compter l'effondrement du cours du baril du pétrole sur le marché international. D'accord? Alors, tout ça a engendré, le résultat c'est quoi? Beaucoup de pétroliers sont à l'arrêt et servaient de stockage même pour une production devenue surabondante, bien sûr. D'accord? Jusqu'en fin avril, 10% de la flotte mondiale de VLCC, Very Large Crude Carrier, était utilisée pour stockage de flottants. Alors que ces navires-là sont censés transporter du pétrole brut dans tous les ports du globe. Hein. Mais ils servaient de stockage au niveau des plateformes pétrolières, bien sûr. D'accord? Alors, pour les organismes, l'OMI, en mars, a alerté tout le monde pour le risque lié à la chute du transport maritime. Et là, c'est le représentant de l'OMI qui parle. En ces temps difficiles, la capacité de secteur à livrer des biens vitaux, notamment des fruits médicaux et des denrées alimentaires, sera essentielle pour répondre à cette pandémie et à terme la surmonter. Il faut donc une approche pratique et pragmatique en cette période inhabituelle sur des questions telles que la relève des équipements, le ravitaillement, réparation navale, contrôle et certification des marins. Ah oui, il fallait que l'OMI prenne les devants quand même pour au moins atténuer, au moins diminuer limiter les dégâts, quoi, comme on le dit souvent. La CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a appelé aussi en un moment à maintien pour la protection du trafic maritime, chaîne logistique compris vers l'Interland, dont le rôle est vital pour les populations en ces temps de crise. Ah oui, parce que vous savez que c'est juste une chaîne. S'il y a rupture au niveau de la chaîne de transport, ça va se répercuter sur l'Interland. Ah oui, parce que n'oublions pas que le port est une zone de contact se trouvant entre deux domaines de la circulation. La circulation maritime et la circulation terrestre. D'accord? Le rôle d'un port, c'est d'assurer une solution de continuité adaptée à la traversée de deux espaces aux caractéristiques différentes. Donc les ports avaient leur partition à jouer, en sachant que le port est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique, bien sûr. D'accord? Alors, oui, on va parler même des ports et des corridors même. Des ports et des corridors. Oui, la première chose, Covid-19, Hambourg et Rotterdam les plus exposés en Europe. Là, on parle du premier port et du troisième port européen. Le deuxième étant le port d'Anvers. Ah oui, très impacté par Covid, diminution du trafic. En février, il y avait une baisse de 8%. D'accord? Mais les pays dits émergents, quand même, ont moins ressenti ça. Pourquoi? Parce que ces pays-là ne sont toujours pas de très gros exportateurs. C'est pourquoi ça les a moins impactés et vous l'avez en chiffres. D'accord? D'accord. Février-mars, il y a eu 188 annulations d'escale. Vous vous rendez compte? D'accord? Donc, 85 sur les relations transpacifiques et 49 entre l'Asie et l'Europe du Nord. Et nous savons que quand on parle de logistique internationale, quand on parle de commerce international, c'est surtout sur l'Atlantique Nord, entre États-Unis et Europe, mais aussi entre l'Europe du Nord et l'Asie du Sud-Est, bien sûr. D'accord? Réduction des coûts opérationnels. D'accord? Surtout pour les passages au niveau des canaux. D'accord? Baisse de 6% des trafics portuaires. D'accord? Maintenant, l'effet cascade, c'est que les armateurs ont transféré des navires de grande taille vers d'autres services pour optimiser leur flotte. Ah oui, parce que les armateurs aujourd'hui, ils ont des navires de 10 000, 11 000, 12 000, 13 000. On est arrivé jusqu'à
23 900 EVP. Donc, il fallait trouver un moyen pour rentabiliser les navires. D'accord. Naturellement, hausse de l'endettement des armateurs, ce qui était bien sûr inévitable avec cette crise du coronavirus. D'accord. On va quand même parler un peu des navires. Les navires, il y en a plusieurs types. Plusieurs types. D'accord. Les navires spécialisés, les navires non spécialisés. Parmi les spécialisés, nous avons les pétroliers, les butaniers, les chimiquiers, les charbonniers, céréaliers, minéraliers, etc. Sans oublier les rouliers, etc. Mais nous allons classer les navires suivant le lieu géographique. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de navires quand même pour des lieux bien déterminés. Limites imposées par un lieu géographique. Là, vous avez les noms des lieux. D'accord? Je pense que vous êtes habitués aux navires Suezmax et aux navires Panamax. D'accord? Les lieux, vous les avez. Les dimensions, longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air, le type de navire, mais aussi la capacité du navire, bien sûr. Exemple, un navire est dit Suezmax lorsque sa largeur est inférieure ou égale à 77,5, son tirant d'eau 20,1, son tirant d'air 68. Ici, à titre d'exemple, au niveau de Suez, il y a un tablier, et le tablier se trouve à 70 mètres. Donc, le navire, son tirant d'air doit être inférieur ou égal à 68 mètres, ce qui lui permet de franchir le canal de Suez. Si son tirant d'air est au-delà de 68 mètres, ce navire-là devra contourner l'Afrique par le cap de Bonne Espérance. Et c'est ces navires-là qu'on appelle des navires Cape size, Cape size. D'accord? Les Panamax, vous les avez, mais aujourd'hui, on a des New Panamax, parce que vous savez que le canal on a construit d'autres écluses pour le passage entre l'Amérique, en Amérique centrale, entre l'Atlantique et le Pacifique. Aujourd'hui, un navire est dit Panamax, lorsque sa longueur est inférieure ou égale à 366 mètres, sa largeur 49 mètres, le tirant d'eau 15 mètres 2 et le tirant d'air 57,9. À Panama, ça se joue souvent du côté de la largeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des écluses extrêmement étroites, d'accord, où le navire peut s'insérer, passant de l'Atlantique au Pacifique, ou bien du Pacifique à l'Atlantique, bien sûr. D'accord. Là, vous avez les types. D'accord. Ces navires-là franchissant ces ports-là, les Baltimax pour la mer Baltique, tout type de navire, exemple. D'accord. Les Dunkerque-Max pour le port de Dunkerque en France, au nord, ça concerne que les minéraliers, etc., 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 bien sûr. C'était important de parler des types de navires, mais imposés par les lieux géographiques. Là, on peut voir l'évolution des navires porte-conteneurs entre 1988 et 2013, bien sûr. D'accord? Là, exemple, vous voyez le CMA-CG Marco Polo lancé en 2012 avec 16 000 EVP. Entre 2012 et 2020, maintenant, on est arrivé à presque 24 000 EVP. Ça, c'est pour les navires. Là, vous pouvez voir la capacité des navires en EVP de 1970 à 2020. D'accord. En 1970, on était à 1530 EVP. D'accord. Et en 2020, on est presque à 25 000 EVP. D'accord. Donc, vous voyez que le transport maritime a beaucoup évolué. On est dans une course folle, sans arrêt au gigantisme pour les navires. D'accord. Pour terminer avec le dernier géant des mers, le HMM Algeciras. C'est le dernier porte-conteneur que les armateurs ont mis en mer. D'accord. Une longueur de 400 mètres, largeur 61 mètres, tirant d'eau avoisinant les 14,50 mètres, ça va au-delà, dépendant de la charge, mais surtout la capacité de 23 964 EVP. D'accord. Le tonneau de jauge brut 228 283. Donc, qui est de loin le porte-conteneur le plus gros au monde, bien sûr. D'accord. Donc, c'était juste une petite partie pour parler des nouvelles technologies maritimes et apporter quelques mises à jour. D'accord. On se retrouve très bientôt pour parler des nouvelles technologies aériennes, bien sûr. Merci, bonne soirée et à très bientôt.